Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine en direct de la rédaction du mois de janvier. Avant de vous annoncer le programme de cette édition, je vous souhaite au nom de toute la rédaction une excellente année 2019. Alors comme chaque année, en janvier, nous allons nous intéresser aux mesures fiscales de la loi de finances pour 2019, tant en ce qui concerne la fiscalité des entreprises que la fiscalité des particuliers. Dans ce premier numéro, nous nous intéresserons exclusivement aux mesures qui concernent les entreprises. Les mesures concernant les particuliers et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 feront quant à elles l'objet de deux autres numéros spéciaux. La rédaction fiscale de la revue Fiduciaire a sélectionné pour ces différents magazines les dispositions les plus significatives. Pour l'ensemble des mesures contenues dans cette loi, nous vous invitons à consulter deux publications. Le feuillet hebdo numéro 3772 du 4 janvier 2019 pour l'ensemble des mesures fiscales et sociales de la loi de finances pour 2019. Et le feuillet hebdo numéro 3773 du 5 janvier avec un focus sur 5 thèmes fiscaux de la loi de finances pour 2019. Nous vous invitons également à consulter notre feuillet hebdo numéro 3771 du 28 décembre 2018 relatif aux mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 pour les changements en matière de CSG. Il est temps d'accueillir notre première experte Marie-Christine Martini pour les dispositions fiscales relatives aux impôts sur les bénéfices des entreprises et à la TVA. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Marianne. Pouvez-vous nous exposer en quelques mots les points que vous avez choisi de commenter, Marie-Christine ? Alors évidemment, le commentaire d'une loi de finances, c'est toujours difficile parce que bien évidemment, il y a un ensemble de mesures qui finalement n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du millésime 2019 ? D'abord, c'est un texte extrêmement volumineux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de mesures fiscales dans la loi de finances rectificative pour 2018 et en fait, toutes les mesures fiscales ont été mises dans la loi de finances pour 2019, ce qui explique sans doute le texte, l'importance du texte. Et puis en fait, contrairement à l'année dernière où on avait vraiment des réformes d'ampleur, par exemple l'instauration de la flat tax ou la suppression de l'ISF et son remplacement par l'IFI, mais on n'a pas de telles réformes cette année. Mais en fait, on peut quand même, en matière d'impôt sur les sociétés, déceler des réformes relativement importantes. Donc je vous propose de commencer par cet impôt. Eh bien, très bien, d'accord. Premier point, l'option pour l'impôt sur les sociétés. La situation envisagée est celle des sociétés de personnes qui ont exercé une option pour être soumises à l'impôt sur les sociétés, nous l'appellerons l'IS pour la suite. En principe, une telle option est irrévocable pour toute la durée de la vie de la société. Or, ce choix d'opter pour l'IS n'est pas toujours judicieux. Par ailleurs, les circonstances qui ont pu conduire à une telle décision ont pu changer. La loi de finances offre une possibilité de revenir en arrière. J'ai lu que la renonciation à l'option était très encadrée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la mesure ? Oui, en effet, la renonciation à cette option est très encadrée. Premièrement, le délai pour renoncer est limité. L'option peut être dénoncée jusqu'au 5e exercice qui suit celui au titre duquel l'option a été exercée. En second lieu, on ne peut pas renoncer à n'importe quel moment. La renonciation devra être notifiée à l'administration avant la fin du mois qui précède la date limite de paiement du premier acompte d'impôt sur les sociétés. On va prendre un exemple. On va prendre le cas d'une société en non collectif qui a opté pour l'impôt sur les sociétés donc, et qui désire renoncer à son option. Elle a opté au titre d'un exercice N. Eh bien, elle devra renoncer au plus tard le 28 février N+5. D'accord. L'option peut être dénoncée à l'intérieur de ce délai de 5 ans et intervenir au cours des 5 premiers exercices de l'option. Et dans ce cas-là, elle doit également être dénoncée avant la fin du mois qui précède la date limite de paiement du premier acompte d'impôt sur les sociétés. On va prendre un autre exemple, une société en non collectif qui clôture au 31 mars d'une année N, qui souhaite renoncer à son option pour cet exercice, eh bien, elle devra avertir l'administration au plus tard le 31 mai de cette année N. Alors la mesure entre en vigueur pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, ce qui veut dire qu'en pratique, la première application du dispositif va concerner les entreprises qui paient l'acompte du 15 mars 2019. Très bien. On note plusieurs mesures qui font couler beaucoup d'encre. Elles concernent l'abus de droit et les clauses anti-abus. Les entreprises et leurs conseils ont la crainte que ces mesures altèrent la sécurité juridique de leurs opérations. Pourquoi ? Bien, en fait, les entreprises dans cette loi sont concernées par deux mesures. La première mesure, c'est l'élargissement de la notion d'abus de droit fiscal aux opérations qui ont pour motif principal et non plus pour motif exclusif d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. La deuxième mesure, c'est l'instauration d'une
clause générale anti-abus en matière d'impôt sur les sociétés. Alors pour ce qui concerne la procédure d'abus de droit fiscal, c'est Françoise Soulet, qui est chef de rubrique et rédactrice au sein de la rédaction fiscale de la Revue Fiduciaire, qui vous expliquera la mesure dans le cadre du magazine sur les particuliers. Moi, je vais m'intéresser à la clause anti-abus en matière d'impôt sur les sociétés. Alors cette clause, elle a été introduite dans le Code général des impôts et c'est une transposition littérale d'une directive qui s'appelle la directive ATAD du 12 juillet 2016. Ce texte, donc, selon ce texte, pour déterminer le montant de l'impôt sur les sociétés qui est dû par une entreprise, l'administration fiscale peut écarter un montage ou une série de montages dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est d'obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, et un montage qui n'est pas authentique, ce critère étant acquis, si je peux dire, si le montage ou la série de montages n'a pas été mis en place pour des motifs commerciaux valables reflétant une réalité économique. Donc cette clause s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 et elle s'applique aux montages qui ont été mis en place avant cette date. D'accord. Alors l'application de cette clause est bien sûr source d'incertitude pour les entreprises. Tout va dépendre de la façon dont l'administration va l'utiliser et en fait également des décisions du juge de l'impôt. Alors, pour apprécier les conditions de la clause, eh bien, l'administration pourrait reprendre les commentaires qu'elle a déjà faits à propos d'une clause anti-abus qui concerne le régime des sociétés mères et filiales. Et dans ces commentaires, elle avait déjà précisé que l'objectif principal devra être apprécié au regard de l'ensemble des gains ou des pertes, des gains et des avantages qui sont procurés à l'entreprise. Et à ce sujet, comment cette clause va-t-elle s'articuler avec les clauses déjà existantes et avec la procédure d'abus de droit ? Alors en fait, la clause se substitue à la clause anti-abus propre au régime Murphy dont je viens de vous parler. Ça faisait double emploi et en fait donc la première, la clause régime Murphy est supprimée. Maintenant c'est la clause générale anti-abus en matière d'IS qui va s'appliquer. En revanche, elle se superpose avec deux autres clauses anti-abus existantes. C'est la clause anti-abus en matière de fusion, on en avait déjà parlé l'année dernière. Et en fait, cette clause anti-abus en matière de fusion, elle permet d'exclure du régime des fusions les montages, les opérations dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux, c'est toujours les mêmes termes qui reviennent, est la fraude ou l'évasion fiscale, ce qui est présumé en l'absence de motifs économiques valables. On retrouve toujours un peu les mêmes critères. Et puis est également conservée la clause anti-abus en matière de retenue à la source pour les dividendes, pour l'exonération des dividendes qui sont payés à une entreprise qui est établie dans l'Union européenne. Alors pour ce qui concerne l'articulation avec la procédure d'abus de droit, et si on se réfère à la doctrine fiscale déjà publiée à propos de la clause anti-abus en matière de régime Murphy, eh bien en fait l'administration a précisé qu'il s'agissait d'une règle d'assiette. Donc elle est distincte de la procédure d'abus de droit qui, elle, prévoit de lourdes sanctions applicables en cas de montage abusif. Alors en pratique, l'administration pourrait dans un premier temps mettre en œuvre la clause anti-abus générale en matière d'IS et puis dans un second temps appliquer la procédure d'abus de droit, mais à condition bien entendu de respecter les garanties propres à cette procédure qui sont quand même relativement importantes. Alors dernière précision, l'entreprise pourra éviter de tomber sous le coup de la clause anti-abus si elle recourt à la procédure de rescrit fiscal. Alors cette procédure de rescrit fiscal, on la connaît aussi bien. C'est un contribuable de bonne foi qui explique par écrit à l'administration la situation et qui lui demande si cette situation rentre ou pas sous le coup de la clause anti-abus et le silence de l'administration pendant 6 mois vaut accord tacite. Très bien. Alors toujours à propos de l'impôt sur les sociétés, on a entendu parler en fin d'année 2018 de la révision du calendrier de la baisse des taux. Alors est-ce que la loi de finances pour 2019 comporte une disposition en ce sens ? Il n'y a absolument rien dans la loi de finances sur la baisse des taux d'IS. Il n'est pas inutile de le rappeler parce que comme on est dans une phase de diminution des taux, en fait, pour les exercices ouverts en 2018, le taux de 28% va s'appliquer à toutes les entreprises à hauteur d'un bénéfice de 500 000 euros. Et puis au-delà de 500 000 euros, c'est le taux de 33,1% qui s'appliquera. Pour les exercices ouverts en 2019, le taux 28% toujours à hauteur de 500 000 euros de bénéfice. Et puis on passe à 31% au-delà de 500 000. Et puis pour les exercices ouverts en 2020, 2021, 2022, les taux sont respectivement de 28, 26,5 et 25% sans considération de montant de bénéfice.
Alors, ce calendrier devrait quand même évoluer si on s'en tient aux propos du Premier ministre qui a annoncé que le taux de 31%, donc celui qui va s'appliquer aux exercices ouverts en 2019, en fait, il ne s'appliquerait pas pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires au moins égal à 250 millions d'euros. Donc pour 2019, en fait, on garderait 3 taux, ça serait 28, 31 et 33%. On attend cette mesure dans un projet de loi de finances rectificative au printemps 2019. À suivre donc. À suivre. À propos des très grandes entreprises, la loi de finances pour 2019 comprend-elle des mesures qui les concernent spécialement? Oui, il y a beaucoup de mesures de la loi de finances qui concernent en fait les très grandes entreprises. Alors je vais simplement les évoquer. Les mesures sont lourdes, techniques. Et donc là, pour le détail, je vous invite, et surtout des exemples, je vous invite à vous reporter à nos publications. Alors, une mesure qui peut être rapidement expliquée concerne le paiement de l'impôt sur les sociétés et le montant du 4e acompte d'impôt sur les sociétés pour les plus grandes entreprises, celles qui font un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Eh bien, pour ces entreprises, le 4e acompte se rapproche le plus possible en fait, du bénéfice de l'exercice, bien sûr, pour améliorer les rentrées budgétaires. Une autre mesure, une autre réforme d'ampleur, c'est la réforme de la déductibilité des charges financières des entreprises. Alors aujourd'hui, le système est très compliqué. On a 5 dispositifs qui s'appliquent successivement. Et en fait, on va supprimer un certain nombre de dispositifs et le remplacer par un dispositif unique. Alors 3 dispositifs sont abrogés. Le rabot fiscal qui limite la déduction des charges financières nettes des entreprises à 75% à partir d'un seuil de 3 millions d'euros de charges financières nettes. Autre mesure supprimée, c'est le dispositif de l'amendement Carrez. Et en fait, dernière mesure supprimée, c'est le régime anti-sous-capitalisation dans sa version antérieure à la loi de finances pour 2019. Eh bien, ces 3 régimes sont supprimés par un régime unique pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019. Dans le nouveau régime, au titre de chaque exercice, le maximum de déduction des charges financières nettes supportées par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés sera fixé à 30% d'une valeur qu'on appelle l'EBITDA fiscal. Alors pour la définition de l'EBITDA fiscal, je vous renvoie à notre publication. Et puis 3 millions d'euros si ce montant est supérieur à 30% de l'EBITDA fiscal. Pour ce qui concerne la notion de charge financière nette, elle est légèrement différente de celle qu'on connaissait et qui s'appliquait dans le dispositif du rabot. Là aussi, je vous renvoie à notre publication pour le détail applicable. Alors, contrairement au régime actuel du rabot, où quand la limite de déductibilité est dépassée, vous perdez définitivement le droit de déduire la charge, là, il y aura une possibilité de reporter la charge financière non déduite sur les exercices suivants. Et puis, il y a également quelque chose d'un peu original, c'est que si vous n'utilisez pas totalement votre capacité de déduction une année, vous allez pouvoir utiliser l'exercice suivant votre capacité de déduction inemployée. Alors, encore 2 points sur ce régime. Excusez-moi si je suis un peu longue, mais en fait, le régime est compliqué. Le régime comporte un mécanisme particulier, une clause de sauvegarde, on appelle ça comme ça, pour les entreprises qui appartiennent à un groupe consolidé. Alors, pour ces entreprises-là, eh bien, si le ratio fonds propres sur actifs de l'entreprise est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé, eh bien, l'entreprise va récupérer une capacité de déduction complémentaire fixée à 75% du montant qu'elle n'a pas déduit en application de la limite que je viens d'expliquer. Et puis, il y a également un plafond de déduction qui est abaissé quand l'entreprise en question est sous-capitalisée. Et là aussi, le mécanisme sous-capitalisation comporte une clause de sauvegarde pour les entreprises qui appartiennent à un groupe consolidé. Alors, on va terminer par un dernier point en disant que le mécanisme de sous-capitalisation qui était auparavant avéré avec la mise en œuvre de 3 critères en fait assez compliqués à mettre en œuvre, eh bien, le nouveau texte en fait ne retient qu'un seul critère qui est le critère du ratio d'endettement. Très bien, voilà. Merci Marie-Christine. Alors on va évoquer à présent les dispositions relatives au régime d'intégration fiscale, dispositions qui étaient attendues par tous les groupes de sociétés, quelle que soit leur taille. Suite à plusieurs décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, il s'est avéré que le régime d'intégration fiscale n'était pas totalement euro-compatible.
Concernant le périmètre d'intégration, le législateur français s'est adapté aux décisions de la CJUE en instaurant d'abord en 2010 un régime d'intégration fiscale par filiale européenne intermédiaire, le groupe dit Papillon, puis en 2015 une intégration fiscale horizontale. Les changements apportés par la loi de finances pour 2019 portent sur les neutralisations à effectuer pour la détermination du résultat d'ensemble. Qu'en est-il, Marie-Christine ? Oui, donc la réforme du régime d'intégration qui va s'appliquer elle aussi au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 concerne les dispositifs de neutralisation de certaines opérations pour la détermination du résultat groupe. Alors les évolutions concernent les distributions intragroupes, les cessions internes au groupe de titres de participation et les subventions intragroupes. Je signale que dans notre publication, dans le feuillet hebdomadaire, les commentaires relatifs à l'intégration fiscale ont été rédigés par des spécialistes, puisque ce sont les auteurs de l'ouvrage L'intégration fiscale, dont Patrick Morgenstern, et puis des avocats du cabinet Fidal, Bruno Bacrot, Xavier Ward, Laurent Leclerc, Jennifer Pilot, et qu'une nouvelle édition de cet ouvrage est en préparation pour tenir compte de tous ces changements et qu'elle sera disponible au premier semestre 2019. Merci pour cette information. Alors concernant les distributions intragroupes, il me semble que nous avons déjà parlé ensemble dans un précédent magazine d'une réforme déjà intervenue. Pourquoi revenir sur ce sujet ? Oui, vous avez totalement raison. Le régime a déjà évolué sur ce point. Et en fait, la loi de finances complète les règles existantes, la réforme étant apparemment pas suffisamment aboutie. Alors, on va distinguer deux cas de figure. On va parler en premier lieu des dividendes qui ouvrent droit au régime des sociétés mères et filiales. Pour les exercices ouverts depuis janvier 2016, c'est à cette occasion qu'on avait dû en parler, il n'est plus possible de neutraliser la quote-part de frais et charges pour en ce qui concerne les distributions intragroupes pour la détermination du résultat d'ensemble. Alors, en contrepartie de cette impossibilité de neutraliser cet élément, eh bien, on a abaissé le taux de la quote-part de frais et charges. Il est de 1% dans les groupes intégrés au lieu de 5% dans le régime de droit commun. La loi de finances donc, étend le dispositif et le taux de 1% de la quote-part de frais et charges est étendu aux sociétés non intégrées françaises qui perçoivent des distributions qui proviennent d'une filiale établie dans l'espace économique européen et qui est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés, bien entendu, et qui aurait pu être intégrée avec la société mère française si elle avait été située en France. Voilà pour les distributions qui ouvrent droit au régime mère-fille. Maintenant, pour les distributions qui n'ouvrent pas droit au régime mère-fille, on parle toujours des distributions intragroupes, eh bien, la même logique est adoptée. Les produits qui ne sont pas éligibles au régime mère-fille ne sont plus neutralisés intégralement, mais ils seront retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99% du montant du produit. D'accord. Pour les plus-values sur les titres de participation relevant du taux de 0%, une quote-part de 12% de la plus-value brute de cession doit être renseignée dans le résultat à taux courant de la société cédante. Qu'en est-il de cette quote-part dans l'intégration fiscale ? Alors, dans l'intégration fiscale, aujourd'hui, la quote-part de 12% est neutralisée pour la détermination du résultat d'ensemble. Eh bien, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, c'est terminé, cette neutralisation est supprimée. Alors, en contrepartie de cet inconvénient, il avait été prévu au départ dans le projet initial de baisser le taux de la quote-part dans certains cas, mais malheureusement, pour des raisons budgétaires, eh bien, cette option a été écartée en seconde lecture et donc la quote-part et tout ça, la neutralisation de la quote-part est tout simplement supprimée. D'accord. Est-ce que la loi prévoit d'autres cas de neutralisation qui prennent fin ? Oui, bien sûr. Alors une qui est importante, c'est la neutralisation des subventions directes et indirectes, toujours les subventions intragroupes. Jusqu'à présent, les subventions intragroupes ne sont pas retenues pour la détermination du résultat d'ensemble. Et cet avantage important de l'intégration fiscale comporte quand même deux contraintes. C'est l'obligation de déneutraliser ces montants en cas de sortie de l'une au moins des sociétés concernées pendant un délai de 5 ans, sachant qu'il n'y a pas de limite de temps pour les subventions qui portent sur des cessions d'actifs immobilisés réalisées à des valeurs différentes de la valeur réelle, en intragroupe toujours, et puis l'obligation de déclarer toutes les subventions sur un état spécial, numéro 2058 SG, sous peine d'une amende. Donc la loi de finances prévoit l'abrogation pure et simple de dispositifs de neutralisation des subventions directes et indirectes. Alors cette règle a un impact sur l'imputation des déficits pré-intégration. Comme vous le savez, les déficits pré-intégration subis par une société ne sont imputables sur son propre résultat que dans certaines limites.
Eh bien, le bénéfice d'imputation est désormais réduit des subventions et des abandons de créances reçus et déductible pour la société qui les a consentis et non plus réduit comme auparavant des subventions et abandons neutralisés au niveau du résultat d'ensemble. Dernier point sur l'intégration, la loi légalise la possibilité pour les sociétés d'un groupe de facturer à prix coûtant des opérations internes au groupe et sous réserve bien sûr qu'il s'agisse d'actes normaux de gestion. Cette règle permet de réaliser des prestations de services et des ventes de stock en intragroupe dans une fourchette de prix qui est située entre le prix de revient et le prix normal du marché. Donc cette possibilité est maintenant inscrite dans la loi et non plus dans un décret. Très bien. Marie-Christine, est-ce qu'il y a d'autres points à évoquer sur le régime d'intégration fiscale? Oui, il y a d'autres points à évoquer, mais je ne vais pas les évoquer ici. Et là aussi, je vais vous renvoyer à la publication. Le mécanisme de limitation des charges financières dont je viens de vous parler a un volet intégration fiscale. Il y a également des dispositions concernant certains cas de sortie de groupe qui sont facilités. Et puis, il y a également un volet intégration fiscale dans la réforme du régime de la propriété industrielle. D'accord. Très bien, merci. Alors, on va évoquer à présent les autres mesures susceptibles de concerner les entreprises, qu'elles relèvent aussi bien de l'impôt sur le revenu que de l'impôt sur les sociétés. Alors, plusieurs dispositions concernent des dispositifs de suramortissement. Pourtant, nous avions déjà eu l'occasion d'indiquer dans ce magazine que le dispositif ne serait pas reconduit. Est-ce que le gouvernement a changé d'avis ? En fait, ma réponse va être un peu plus nuancée. Alors, le dispositif de suramortissement de certains événements dont on a eu l'occasion de parler dans un précédent magazine et qui a pris fin le 30 avril 2017, celui-là, effectivement, n'est pas prorogé, sauf pour les camions non polluants, donc qui fonctionnent avec certains carburants de plus de 3,5 tonnes au moins. Alors pour ces véhicules, le dispositif est prorogé jusqu'en 2021 et il est même étendu aux véhicules de 2,6 tonnes au moins à partir du 1er janvier 2019 avec un taux de suramortissement de 20%, de 2,6 tonnes à 3,5 tonnes, un taux de suramortissement de 60% de 3,5 tonnes à 16 tonnes et un taux de suramortissement de 40% pour les véhicules de plus de 16 tonnes. Alors je rappelle quand même que le dispositif de suramortissement, c'est un dispositif qui permet donc de déduire des résultats d'une entreprise, un pourcentage du prix d'acquisition du bien, les pourcentages que je viens d'indiquer, et que cette déduction est étalée sur la durée d'amortissement du bien et qu'elle est pratiquée de manière extra-comptable. Ça veut dire qu'on ne passe pas par l'amortissement dérogatoire. Voilà. Alors ce rappel étant fait, eh bien, le gouvernement a pris goût apparemment à ces dispositifs puisque dans la loi de finances pour 2019, on a 3 nouveaux dispositifs de suramortissement. Le premier concerne les équipements robotiques acquis ou fabriqués en 2019 et en 2020 avec un taux de 40% de suramortissement. Un suramortissement également de 40% pour les équipements frigorifiques qui utilisent des fluides à faible pouvoir de réchauffement planétaire acquis de 2019 à 2022. Et puis un dispositif plus particulier pour les navires et bateaux de transport sous condition pour l'armateur de s'engager dans la transition énergétique. Là, ça va concerner les bateaux acquis de 2019 à 2021, mais ce dispositif-là ne pourra entrer en vigueur qu'après un accord de la Commission européenne. Très bien. Pour terminer sur les mesures qui concernent l'impôt sur les bénéfices, je vous propose de nous faire un rapide inventaire des mesures qui pourraient intéresser nos abonnés qui sont développées dans nos publications. Marie-Christine. Oui, alors rapidement, on va déjà commencer par la mesure la plus facile, si je peux dire, c'est pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé. Eh bien, la déduction du salaire du conjoint de l'exploitant, qui était auparavant limitée à 17 500 €, elle ne l'est plus. Il n'y a plus de limitation donc à 17 500 €, et ce pour les exercices clos en 2018. Donc c'est pour l'arrêté des comptes, le présent arrêté des comptes. La loi comporte plusieurs mesures relatives à la fiscalité agricole, et donc ces mesures, nous les avons regroupées dans un article spécial dans notre publication. On peut citer notamment le nouveau régime de déduction de l'épargne de précaution des agriculteurs qui remplace les mécanismes de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas. De la même manière, on a fait un article spécial pour toutes les mesures concernant les départements d'outre-mer, que ce soit les exonérations des bénéfices dans les zones franches d'outre-mer ou bien tous les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. On va quand même dire 2 mots du régime de la propriété industrielle. Le régime, là aussi, change profondément à partir du 1er janvier, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier
2019. Alors le taux d'imposition d'abord qui passe à 10% pour toutes les entreprises au lieu du taux de 15% pour les sociétés soumises à l'IS et le taux de 12,8 plus prélèvements sociaux pour les entreprises qui relèvent de l'impôt sur le revenu. Mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que le régime va être considérablement restreint puisqu'en fait seules pourraient en bénéficier les entreprises qui engagent des dépenses de recherche. Là aussi je vous renvoie à notre publication. On peut également signaler, mais là c'est à l'horizon un petit peu plus lointain, puisque ça va s'appliquer aux exercices clos à partir du 31 décembre 2019, une amélioration des règles de déduction des dépenses de mécénat d'entreprise. La limite est soit de se rapporter à soit 10 000 euros, soit 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, ce qui en pratique va conduire à augmenter le plafond de prise en compte des dépenses pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui n'excède pas 2 millions d'euros. Enfin, il y a un certain nombre de mesures qui concernent les crédits d'impôt des entreprises, et notamment le crédit d'impôt pour investissement en Corse. Merci Marie-Christine. On va s'intéresser pour conclure à deux mesures relatives à la TVA. La première concerne le lieu d'imposition des prestations de télécommunications fournies à des personnes non assujetties à la TVA. Qu'est-ce qui change à compter du 1er janvier 2019 ? Alors là, en fait, c'est des règles de territorialité de TVA et c'est en fait, ces règles, c'est des résultats de transposition de directives européennes. Jusqu'en 2018, le lieu de la prestation était dans tous les cas celui où l'assujetti à la TVA, le non-assujetti à la TVA était établi, domicilié ou résidait habituellement. Et le lieu d'imposition était donc réputé se situer en France lorsque les prestations étaient effectuées au profit d'un bénéficiaire non assujetti établi en France. À compter du 1er janvier 2019, eh bien, ce principe comporte de dérogations. Il est créé un seuil au-dessous duquel l'opérateur applique la TVA de son état d'établissement et non plus l'état de résidence du non assujetti. Ce seuil est fixé à 10 000 euros. Toutefois, le prestataire pourra, s'il ne souhaite pas surveiller ce seuil, eh bien, opter pour l'application de l'imposition dans l'État membre du non assujetti et cette option aura une durée de 2 années civiles. Deuxième mesure, elle concerne le régime des bons et la transposition d'une directive en droit interne. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel point portent les changements précisément ? Oui, alors curieusement, en fait, actuellement, il n'y a aucune disposition dans le Code général des impôts qui concerne les bons. Il y a une doctrine fiscale qui donne des précisions sur les régimes des chèques cadeaux. Donc la directive est transposée pour les bons émis à compter du 1er janvier 2019. Et en fait, on doit effectuer une distinction entre deux catégories de bons, les bons à usage unique et les bons à usage multiple. Alors un bon à usage unique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un bon pour lequel on connaît au moment où il est émis le lieu de la livraison ou de la prestation de service à laquelle le bon se rapporte et puis le montant de la TVA due sur les biens et services en question. Et un bon qui n'est pas qualifié d'un bon à usage unique eh bien, sera considéré comme un bon à usage multiple. Alors comment est-ce qu'on va taxer ces deux bons ? Pour les bons à usage unique, chaque transfert du bon effectué par un assujetti est considéré comme une livraison de biens ou une prestation de service à laquelle le bon se rapporte. Donc la remise matérielle du bien ou la prestation effective du service en échange du bon n'est pas considérée comme une opération distincte. Donc en fait, ça veut dire que la TVA n'est pas due au moment de la livraison de la prestation, mais elle est due au moment de l'émission ou du transfert du bon. La situation est différente pour les bons à usage multiple. Dans ce cas, la taxation interviendra lors de la remise matérielle des biens ou la prestation effectuée en contrepartie. Donc les transferts de bons à usage multiple, eux, pour le coup, ne seront pas soumis à la TVA en tant que tels. D'accord. La dernière mesure que vous souhaitez évoquer, Marie-Christine, concerne les droits d'enregistrement sur les actes de la vie des sociétés. Certains droits fixes sont totalement supprimés. Est-ce que vous pouvez nous préciser les situations concernées ? Alors en fait, il y a beaucoup de situations concernées. Alors c'est quand même une bonne nouvelle. Finalement, on termine par une touche positive. Ces droits fixes, je rappelle leur montant, c'était 375 € ou 500 € selon le montant du capital social de l'entreprise. Ça va concerner notamment les opérations d'augmentation de capital ou de réduction de capital. Donc elles seront maintenant enregistrées gratuitement. Pour la liste complète des opérations concernées, là aussi, je vous renvoie vers le feuillet. Je vous renvoie vers le feuillet, voilà. Très bien, merci Marie-Christine pour toutes ces explications. Passons à présent au second volet de ce numéro consacré aux impôts locaux des entreprises avec notre seconde experte, Sophie Merchat.
Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Sophie, la question des valeurs locatives pour la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises, la CFE, est de retour au menu de la loi de finances pour 2019. En tout premier lieu, la loi donne une définition des établissements industriels. Ce n'était pas le cas précédemment. Eh bien non, je rappelle que la valeur locative des bâtiments et terrains qui sont qualifiés d'industriels est déterminée selon la méthode comptable lorsque ces biens doivent obligatoirement être inscrits à l'actif d'un bilan et pas selon la méthode tarifaire qui est applicable aux locaux professionnels. Alors jusqu'à la loi de finances pour 2019, effectivement, la définition des établissements industriels résultait de la doctrine et de la jurisprudence. Et l'absence de définition précise a entraîné beaucoup d'incertitudes et un nombre grandissant de contentieux. En réalité, la définition légale des établissements industriels s'est inspirée des critères définis par le Conseil d'État. Ainsi, ont un caractère industriel les bâtiments et terrains qui servent à l'exercice soit d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessitent d'importants moyens techniques, soit d'autres activités qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Alors, la loi de finances va plus loin et pose même la question d'un changement de méthode de détermination de la valeur locative des terrains et bâtiments industriels. Alors en effet, une évaluation d'un tel changement va être réalisée en 2019. Elle va faire l'objet d'un rapport du gouvernement qui devra être remis au Parlement au plus tard le 1er avril 2020. Et pour les besoins de cette évaluation, les propriétaires des bâtiments et terrains industriels vont devoir déclarer à l'administration fiscale et à sa demande avant le 1er juillet 2019 certains éléments tels que la surface et la valeur vénale du bien, le montant du loyer annuel éventuel, la valeur des moyens destinés à l'activité ou la catégorie dont relèveraient ces terrains et bâtiments s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels. Alors, les données de cette déclaration ne pourront pas être utilisées par l'administration fiscale à des fins de contrôle ou de redressement fiscal, c'est déjà une bonne chose, mais le défaut de production de cette déclaration avant le 1er juillet 2019 entraînera l'application d'une amende de 150 €. D'accord. La loi institue même une limitation du droit de reprise de l'administration en cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou d'un terrain industriel. Alors, je précise tout de suite que cette limitation, assez rare pour être soulignée, va être temporaire et réservée aux contribuables de bonne foi. Alors, elle vise les changements de méthode à la suite d'un contrôle fiscal lorsque la question se pose de savoir si les biens d'une entreprise doivent être évalués ou non selon la méthode comptable. Et elle concerne les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 d'une part, et ceux qui vont être engagés en 2020 et 2021 d'autre part. Alors, vous retrouverez le détail de cette mesure dans notre feuillet hebdomadaire. Bien sûr. En cas de changement de méthode d'évaluation de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel constaté à partir du 1er janvier 2019, la variation de la valeur locative fait l'objet d'un lissage pendant 6 ans. Dans quelles conditions ce lissage s'applique-t-il? Alors, vous l'avez dit, il s'applique en cas de changement de méthode d'évaluation de la valeur locative de ces biens, mais il s'applique aussi en cas de variation de la valeur locative qui résulte d'un changement d'affectation d'un bâtiment industriel. Dans les deux cas, il n'est mis en œuvre que si la variation de valeur locative excède 30% de la valeur locative avant changement. Alors, ce pourcentage de variation est apprécié après l'abattement de 30% sur la valeur locative des immobilisations industrielles, et puis après le coefficient de neutralisation qui est issu du processus de révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Et quelle forme prend ce lissage? Alors c'est une réduction dégressive qui va être comprise entre 85% du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte et 10% de ce montant la 6e année. Alors la définition légale des établissements industriels ne résout pas tous les problèmes. C'est pourquoi la loi exclut parallèlement certains terrains et bâtiments de la méthode comptable? Alors en effet, à compter des impositions de taxes foncières et de CFE 2020, la valeur locative des bâtiments et terrains affectés à une activité entrant dans le champ d'implication de la CFE sera déterminée par la méthode tarifaire des locaux professionnels lorsque la valeur des biens destinés à l'activité
ne dépasse pas 500 000 euros. Et comment est déterminé ce seuil de 500 000 euros? Alors, il s'agit de la valeur d'origine des biens destinés à l'activité. En outre, ces biens ne sont retenus que s'ils sont détenus par l'exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition à titre onéreux ou à titre gratuit pendant une durée totale d'au moins 6 mois. Et cette durée de 6 mois, elle est appréciée au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. Et en cas de clôture d'un exercice de 12 mois au cours de cette même année, elle est appréciée au cours de cet exercice. Mais que se passe-t-il si une entreprise investit dans de nouveaux biens destinés à l'activité et que la valeur d'origine de ces biens dépasse 500 000 euros? Alors, la loi a bien entendu prévu ce cas de figure, mais afin d'assurer une certaine stabilité dans les méthodes d'évaluation, le changement de méthode n'est pris en compte qu'après une période de 3 ans. Il en est de même d'ailleurs lorsqu'un établissement industriel cesse de relever de la méthode comptable, lorsque, à la suite de cession de biens précédemment affectés à l'activité, la valeur d'origine des biens restants repasse sous le seuil de 500 000 euros. Alors, il y a une exception, en cas de construction nouvelle ou de début d'activité en N, le franchissement du seuil de 500 000 euros, qu'il s'agisse à la hausse ou à la baisse, en N+1, est pris en compte dès l'année N+2. Et l'administration est-elle mise au courant de ces variations? Alors, en 2020, oui, puisque si elles ne sont pas propriétaires des terrains et bâtiments, eh bien les entreprises qui vont franchir le seuil de 500 000 euros à la hausse ou à la baisse devront en informer le propriétaire. Et puis, quant au propriétaire, qu'il s'agisse ou non de l'entreprise, de l'exploitant, il devra souscrire une déclaration auprès de l'administration fiscale. Très bien, c'est clair. De nouvelles obligations déclaratives sont également prévues dans le cadre de la détermination de la valeur locative des locaux artisanaux. Ah oui, je rappelle qu'à partir des impositions de taxes foncières et de CFE 2019, ces établissements relèvent de la méthode tarifaire prévue pour les locaux professionnels. Si elles exploitent un bien dont elles ne sont pas propriétaires et lorsqu'elles remplissent pour la première fois les conditions d'inscription au répertoire des métiers, ces entreprises doivent en informer le propriétaire au plus tard le 31 décembre. Pour les impositions de 2019, les entreprises artisanales non propriétaires de leurs locaux doivent avertir les propriétaires avant le 1er février 2019 qu'elles ne relèvent plus de la méthode comptable. Et puis les propriétaires devront le déclarer à l'administration fiscale, eux, avant le 1er mars 2019. D'accord, c'est très proche donc là, les délais. Oui, d'accord. Tout de suite. Plus généralement, de nouvelles obligations déclaratives consécutives à un changement de méthode d'évaluation sont mises à la charge des propriétaires? Oui, ils doivent désormais déclarer à l'administration dans les 90 jours les changements susceptibles d'entraîner un changement de méthode de détermination de la valeur locative pour les locaux artisanaux ou les établissements industriels. Et bien entendu, pour le détail, je renvoie nos abonnés à notre feuillet hebdomadaire. Merci Sophie pour ces précisions. Je crois que nous aurons le plaisir de vous retrouver lors de la prochaine émission consacrée cette fois à la fiscalité des particuliers et du patrimoine. Donc je vous dis à très bientôt. À très bientôt Marianne. C'est la fin de ce premier numéro spécial loi de finances côté entreprise. On se retrouve très vite en compagnie des experts du groupe Revue Fiduciaire pour la suite du décryptage des mesures fiscales de la loi de finances pour 2019, côté particulier cette fois.